suis Hélène Denison. Je travaille à la Cité de la RSE. Cité de la RSE, c'est une fondation qui a pour vocation donc, la promotion de l'entreprise durable. C'est également c'est un lieu qui est vecteur de rencontres inspirantes, d'événements, des meet-up, des conférences et des formations. Et c'est depuis une année aussi un ensemble d'outils, des outils qui permettent de regrouper dans un même programme que l'on a appelé Oikos Impact, un outil de diagnostic, une interface de gestion de projet, une bibliothèque de contenu en ligne, un annuaire de mise en relation avec des experts sur l'intégralité des champs de la RSE et un média RSE sur lequel nous publions des contenus hebdomadaires qui nous permettent d'accompagner en fait toutes les entreprises et organisations vers la performance durable et la performance globale. C'est dans le cadre en fait de cette programmation qui se compose également de podcasts, d'interviews et d'émissions que l'on organise effectivement ce webinaire. Ce webinaire, je le dis pour tout le monde, il sera enregistré, il sera donc disponible en replay sur notre média RSE. Je vous mettrai le lien dans le chat. Il va durer environ 1 heure, donc 45 minutes de présentation et après vous aurez un temps de questions-réponses. N'hésitez pas de toute façon à interagir sur le chat, c'est fait pour ça. Et ensuite, on vous enverra, Christine, Jennifer ou moi, le support de présentation. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez l'ensemble des éléments pour le regarder ultérieurement. Le sujet du jour, c'est restauration collective, achat responsable et RSE. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Moi, je ne me suis pas présentée, du coup, donc je travaille à la Cité de la RSE, je suis Hélène Denison, et c'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que pendant 7 années, avant de rejoindre la Cité de la RSE, j'ai travaillé sur toutes les questions d'achat responsable à Toulouse Métropole, et j'ai d'ailleurs vu parmi les gens qui ont mis des commentaires, des donneurs d'ordre avec lesquels j'ai pu travailler. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et je maintenant laisse la parole à Christine et à Jennifer pour nous en dire plus sur ces sujets passionnants. Donc moi, je suis Christine Stanovic et pour la société Rest Ami, que j'ai créée l'année dernière, donc en tant que AMO en restauration collective. Donc AMO, c'est-à-dire que j'accompagne toutes les entités publiques ou privées sur la plupart des sujets inhérents à la restauration collective. Donc depuis une étude de faisabilité en amont jusqu'à un suivi qualité ou à une revue de contrat existant si nécessaire. Donc je laisse Jennifer se présenter. Bonjour à tous, Jennifer Diran pour la société Solutions Durables. Je suis consultante sur les sujets de la RSE pour les entreprises agroalimentaires et également de la restauration. Je suis amenée à travailler dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage et particulièrement pour les collectivités territoriales pour ce qui concerne leur gestion de projets alimentaires territoriaux. Ceci étant souvent inclus la restauration collective. Donc, je suis amenée à travailler fréquemment avec Christine sur des projets communs où je vais intervenir en amont sur la partie plutôt de diagnostic et de gestion de projet global, tandis que Christine va travailler sur une partie plus opérationnelle. Donc, comme l'a dit Jennifer, moi je vais être plus vraiment dans la mise en œuvre au sein des restaurants. Donc, je vais davantage vous parler de la partie générique, alors que Jennifer va vous développer les parties liées au développement durable et à la RSE. Donc, j'aime bien commencer par une petite histoire en fait de la restauration collective, qui, il faut bien se le rappeler, a été créé avant les années 1900 dans une commune par un directeur d'école, enfin en tout cas en lien avec une école. C'était pour faire venir les enfants qui ne venaient pas à l'école. Donc originellement, la restauration collective a réellement une mission sociale et économique, parce que si les enfants ne venaient pas à l'école, c'est qu'il y avait une réalité économique, ils travaillaient avec leurs parents, et une mission sociale parce que ça leur permettait de venir à l'école et d'avoir une instruction, notamment une instruction relative à l'alimentation. Donc, en plus de sa mission initiale sociale et économique, on y a ajouté aussi la dimension pédagogique, puisque l'alimentation a fait au fur et à mesure partie de la pédagogie. Donc ça, c'est une partie qu'on a
relativement perdu en route pour garder les aspects sociaux et économiques. Et puis, au fur et à mesure, on y revient, notamment quand on parle de restauration scolaire, mais aussi sur la restauration en entreprise, et où la pédagogie ne se limite plus qu'à la nutrition, puisque aujourd'hui, on sait que via les approvisionnements, on peut parler d'un certain nombre de sujets inhérents. Donc, l'origine des produits en fait partie. Pour poser un peu l'état d'esprit dans lequel on a créé ce webinaire, c'était vraiment d'appréhender la responsabilité de ce service. Donc, qu'on soit dans une collectivité, comme on ne sait pas trop de quel horizon vous êtes, en tant qu'utilisateur, il faut bien aussi avoir en tête que derrière la restauration collective, on a tout un tas de métiers, effectivement, on a une réalité économique, effectivement, mais aussi un certain nombre de responsabilités de la part de ceux qui vont d'une part la mettre en place et d'autre part gérer les achats liés, donc les services achats en l'occurrence, mais aussi commandes publiques. Et donc, on a derrière tout un fonctionnement qu'il faut avoir en tête lorsqu'on a des exigences. Donc, la restauration collective, quand elle arrive, enfin, quand vous êtes devant l'assiette en tant qu'utilisateur, elle représente un certain nombre d'actions et elle rend visible des choses qu'en tant qu'utilisateur, on ne voit pas forcément. Donc, pour commencer, son fonctionnement. Donc, le fonctionnement général de la restauration collective est celui-ci, c'est-à-dire qu'on a une entité au départ qui est publique ou privée, hein, l'entreprise, l'école, l'hôpital, qui va, lui, avoir un contrat, soit un contrat de réception de produits, soit un contrat de fabrication. Et l'entité va régler les factures inhérentes à ce service. Et tout en bas, donc, on a le convive, nous, qui va lui régler seulement une partie en fait de ces éléments. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce schéma, c'est que même si le convive qui est tout en bas ne paye finalement et ne représente économiquement qu'une partie du coût de ce service, c'est malgré tout lui qu'il faut satisfaire, c'est malgré tout lui qui va avoir des exigences et qui va les faire remonter d'une manière ou d'une autre à l'entité initiale. Donc, quand on est utilisateur, il faut alors avoir en tête ce schéma, avoir en tête le fait qu'on ne représente qu'une partie de la chaîne et que derrière se cache, entre guillemets, un certain nombre de responsabilités. Donc, il ne suffit pas de vouloir des produits bio pour avoir des produits bio, il ne suffit pas de vouloir faire du développement durable pour faire du développement durable. Faut-il encore savoir qui paye pourquoi et qu'est-ce que c'est le développement durable et la RSE. Donc là, on a juste la traduction par écrit du schéma. Et donc, quand on parle de responsabilité des achats, c'est comment on est dans l'analyse du besoin, parce que comme je viens de le dire, le convive va exprimer des besoins, encore faut-il les comprendre. Je veux du bio, pourquoi? Je veux de la proximité, pourquoi? Et surtout, combien est-ce que ça coûte? Donc, le service qui va être en charge de développer, de déployer la restauration collective souhaitée, va devoir d'abord écouter les convives. Donc ça, on est sur un aspect social, hein, toujours sur les valeurs originelles de la restauration collective. L'aspect social passe par l'écoute, quoi qu'il arrive. Et dans un second temps, on va avoir un chiffrage pour mettre en adéquation ce besoin, parce qu'on ne peut pas tout faire. Au même titre que quand on achète un appartement, il va falloir peut-être faire des concessions à un moment. Sauf que dans ce cas particulier, c'est l'entité qui va devoir faire des choix au nom d'un utilisateur qui a exprimé des besoins généraux. Donc, c'est là finalement que va intervenir le développement durable et les politiques RSE, parce que les aspects sociaux et économiques, comme par hasard, font partie des éléments du développement durable. Et Jennifer va nous en parler tout de suite. Merde. Voilà. Jennifer, il faut que vous en mettiez le micro, en fait, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Donc oui, comme Christine l'a évoqué,
Le développement durable, souvent, est renvoyé à l'aspect environnemental seul, à cet aspect uniquement, alors qu'il s'est toujours défini, depuis les années 60-70 comme avant, comme un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. On a bien donc ces trois éléments, trois piliers, l'environnement, certes, l'économique et le social. Et la RSE est là pour reprendre ces éléments, pour les prendre en compte pour les entreprises. En restauration collective, le schéma là, qui est présenté est d'autant plus pertinent avec ces éléments, puisqu'on va aussi parler en restauration d'alimentation durable. Et cette notion intègre donc les mêmes enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Ensuite, on peut passer par contre la diapo. Au niveau du service de restauration collective, le respect de l'environnement va être intégré dans de multiples champs. Ici, on va détailler donc, sur la diapo qui est un petit peu longue, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ce qui doit être réfléchi lors de la construction ou rénovation des bâtiments et pour leur usage. Par exemple, la conception écologique des bâtiments avec une utilisation matériaux recyclés ou recyclables, des peintures, vernis, colle, écolabellisés, mobilier, équipements de récupération par exemple. Au quotidien, les consommations énergétiques, les consommations d'eau peuvent être suivies, des nouveaux process plus économiques peuvent être mis en place. On parlera aussi de bilan carbone, pourquoi pas en réaliser un pour améliorer les performances, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on va conseiller une utilisation raisonnée des produits d'entretien et de se tourner vers des équipements innovants, comme par exemple les machines à vapeur pour le nettoyage des sols sans détergent. Au niveau de l'approvisionnement, qui est donc le sujet achat, on va privilégier les produits bio, écolabellisés, vous les connaissez. On va porter attention aux conditions d'élevage, au bien-être animal. On va porter attention à la présence d'additifs et de conservateurs qui peuvent être nocifs pour la santé dans ces produits. Au niveau des emballages de ces produits, on verra à les limiter, les emballages en question, si possible, à acheter des produits donc les moins emballés possibles, suremballés. On peut éventuellement faire reprendre par les fournisseurs les cartons superflus, les cagettes qui peuvent être réutilisées. Le mode de livraison est important aussi à caractériser. De toute façon, tous les sujets relatifs aux approvisionnements, et Christine y reviendra évidemment, doivent être reliés aux procédures de mise en concurrence et des marchés publics. Sur la diapo suivante, on va s'attacher vraiment à ce qui se passe en cuisine, en production, au niveau du service de restauration. On trouve en premier, comme une évidence, le levier presque magique du gaspillage alimentaire, et ce point aussi sera détaillé plus tard par Christine, mais aussi la problématique des déchets dans leur ensemble. Ces déchets vont pouvoir être traités par compostage, par recyclage, par la valorisation du don alimentaire. Aucune solution n'est meilleure qu'une autre. Elles doivent toutes être envisagées. Toutes les pistes sont intéressantes à explorer selon en fait la nature des déchets ou des excédents de production. Intéressant aussi, on va pouvoir travailler sur le grammage, de la composition des menus. Pour rappel, au niveau des grammages, dans la restauration scolaire notamment, les données issues du groupe de travail qu'on appelle GEM-RCN, excusez-moi pour le barbarisme, bon, certains comprendront d'autres noms, mais on pourrait y revenir. Donc ces travaux sont des guides, mais ils peuvent être adaptés selon les convives, surtout quand on a des enfants en bas âge, des personnes âgées. Et de fait, ces grammages peuvent être réduits, en gardant toutefois des portions raisonnables, mais ils peuvent être réduits au niveau surtout de la quantité de protéines animales servies. On peut aussi engager une réflexion sur le nombre de composantes des menus. On trouve souvent féculents et légumes, fromage et dessert. Est-ce que cette composition peut être revue, affinée lors du plan alimentaire? On peut en parler. De toute façon, toutes ces réflexions, associées d'une part donc, au service achat, mais peuvent aussi être menées en concertation avec les convives, parents d'élèves, équipe enseignante, quand on est dans de la restauration scolaire. Quoi qu'il en soit, mettre l'alimentation au centre d'un projet pédagogique, d'une animation avec les convives, ne peut que faire gagner en qualité le service de restauration.
Et donc, je laisse Christine vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du gaspillage alimentaire précisément. Alors, gaspillage alimentaire, mais pas que, puisque moi, donc là, je reviens sur ma partie de prédilection qui est le cadre économique à tout ça. Donc, c'est-à-dire que, enfin, moi ou les acheteurs, les services en charge du déploiement vont prendre en compte ce qui a été étudié en amont par des gens comme Jennifer, justement, pour le chiffrer, réaliser des projections. Et donc, si vous vous souvenez du schéma de départ, on a bien l'entité qui paye la plus grosse partie en fait des factures, et puis le convive qui paye le reste. Donc, généralement, on a une partie fixe. Donc, la partie fixe, ça va être tout ce qui est frais de fonctionnement, la base salariale, tout ce qui permet de faire fonctionner un restaurant, quel qu'il soit d'ailleurs, hein. C'est pour ça que dans les restaurants en ville, vous allez payer votre plat 15 € et qu'en restauration collective, vous allez le payer que 5 €. C'est parce que cette partie fixe, c'est ça qui va être couverte par l'employeur. Alors j'ai mis de l'employeur, mais ça peut être le donneur d'ordre quel qu'il soit, ça peut être l'hôpital, ça peut être la commune, enfin, n'importe quelle entité dans laquelle un groupe social est amené à prendre ses repas. Et d'un autre côté, on va avoir la partie variable. Donc là, on parle du coût alimentaire. Et là, le convive va avoir une facture qui est relative à sa consommation. Donc soit on a, enfin, dans le scolaire, on a un tarif fixe avec un nombre de composantes, soit quand on est dans l'entreprise ou dans d'autres collectivités, on va choisir soi-même en fait son plat. Et donc, ce sera à nous de définir aussi notre budget. Donc, quand on est forcément dans le scolaire ou dans un endroit où on ne choisit pas sa part variable et où elle nous est imposée, forcément, on va avoir davantage d'exigences en général. Et dans les entreprises, quand on a quand même la main sur son budget, on a davantage conscience que il peut y avoir une différence dans ce qu'on met dans l'assiette. Et c'est pour ça que quand on parle de l'augmentation de 20 un peu partout, quand on dit si on intègre le bio dans la collectivité, on va augmenter les tarifs de 20 c'est un peu une ineptie parce que 20 on parle de quoi? On parle de quel tarif de départ? On parle de quels approvisionnements de départ? Parce que si on est déjà sur une commune où on a une part de bio ou de proximité, hein, parce que là, enfin, on cite le bio parce que c'est le plus facile et c'est peut-être ce que tout le monde comprend le mieux, mais le bio n'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire que dans la RSE, comme Jennifer vous l'a expliqué, on a un certain nombre d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Si on prend du bio qui est fait sous serre chauffée dans les serres andalouses avec des intrants à tout va, on va pas être sur quelque chose de forcément plus respectueux de l'environnement qu'un produit qui est cueilli à côté de chez moi et qui est pas forcément reconnu bio, mais en tout cas dont les intrants sont raisonnés. Donc il faut aussi réfléchir à ce qu'on y met dans cette partie variable et oublier un peu cette partie des 20 supplémentaires parce que ça dépend. Et c'est pour ça que j'insiste et c'est pour ça que le métier existe, de cadrer économiquement ce qui existe aujourd'hui, ce qui existera demain en fonction de ce qu'on y met. Parce que c'est pareil, si aujourd'hui on me dit si tu veux un logement plus grand, tu vas payer 20 de plus. Ah bon? On ne sait pas où j'habite, on ne sait pas où je veux aller. Donc, si vous voulez, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment pour ça qu'on fait ce genre de webinaire et de présentation, pour que les utilisateurs comme ceux qui gèrent ces contrats-là comprennent cette partie-là et arrêtent de se mettre des freins par rapport à cette fameuse augmentation qui peut-être n'existe pas. Alors, effectivement, on va avoir le gaspillage alimentaire qui est un peu le marronnier. À chaque fois, on va dire, si on traite le gaspillage, on va pouvoir intégrer du bio, on va pouvoir intégrer des produits hautement qualitatifs. Alors, c'est vrai, parce qu'on va faire des économies, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi ce que vous a dit Jennifer, le travail sur les menus, le travail sur… Enfin, c'est vraiment un travail de fond. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je décide que demain, je vais y arriver. Il y a un travail de fond à faire et ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut juste dire que ça mérite réflexion. Donc, pour le gaspillage alimentaire, effectivement, voilà ce que ça peut représenter pour un restaurant qui fait environ 300 repas par jour. Donc, on arrive à 2 500 € de traitement et là, on ne parle que de traitement. On ne parle pas non plus du coût d'achat parce que les produits que vous allez
retrouvés dans le gaspillage ont aussi été achetés, ont aussi généré une dépense en eau, en électricité, en je ne sais quoi. C'est-à-dire que quand on jette un steak, on jette aussi la fameuse piscine d'eau pour élever un bœuf. Et ben, on va en jeter une partie lorsqu'on jette le steak in fine. Et accessoirement, donc quand on n'a pas mis en place le tri et le traitement des biodéchets, donc les biodéchets, c'est les déchets alimentaires dont le gaspillage fait partie, parce qu'on n'a pas forcément précisé, mais déchets et gaspillage sont 2 notions distinctes. C'est-à-dire qu'un os de poulet ou une peau de banane ne sont pas considérés comme du gaspillage puisque vous ne les consommerez pas, même avec le plus gros effort que vous puissiez faire. Donc, le tri et le traitement des biodéchets est obligatoire à partir de 10 tonnes. Donc, 10 tonnes, c'est à peu près un restaurant de 300 repas avec un gaspillage, une quantité de déchets, on va dire, normale. Si on travaille sur le gaspillage alimentaire in fine, on aura peut-être moins de déchets, donc il faudra davantage de repas pour arriver à ces 10 tonnes. Donc, ça veut dire que là encore, il faut faire un état des lieux de départ, il faut faire, analyser la situation telle qu'elle est vécue dans votre restaurant aujourd'hui pour pouvoir travailler sur le sujet. Sinon, vous dire vous allez gagner 2 500 €, c'est au même titre que les 20 % d'augmentation, ce serait une ineptie. Donc on arrive au niveau du développement durable, on a vu qu'on était sur un triptyque. Alors d'ailleurs, la restauration collective ne vit que de triptyque puisqu'on a, le convive, celui qui fait à manger, celui qui paye. On a les 3 enjeux, l'enjeu social, l'enjeu économique, l'enjeu environnemental. Donc forcément, il s'agit quand on arrive à l'assiette dans le restaurant, collectif, on travaille forcément en amont sur un équilibre, sur des équilibres. Donc il faut un peu de patience et si on a parmi nous, des parents d'élèves, par exemple, c'est pas forcément en mettant la pression sur la collectivité qu'on va y arriver, en fait. Parfois, il faut, alors user de patience et user aussi de réflexion et travailler en amont sur le sujet. Là, par exemple, j'ai un sujet, sur une école. Les parents d'élèves sont partie prenante et travaille avec la direction sur le sujet pour pouvoir avancer. Sinon, justement, sur cet aspect social, on n'avance pas parce que, on peut pas imposer une chose si le budget ne le permet pas et si elle ne convient pas non plus à l'intégralité des triptyques. Donc l'avantage social, doit correspondre aux attentes, en termes de développement durable et en termes de santé. On ne peut pas donner la même chose à un élève, de 3e et à une personne âgée hospitalisée. On a un enjeu nutritionnel et pédagogique, c'est ce que je viens de dire, avec la pédagogie en plus lorsqu'il s'agit de restaurants scolaires et de plus en plus dans l'entreprise, parce que travailler sur l'alimentation et travailler sur les approvisionnements sans avoir une communication adaptée et faire comprendre aux gens que le bio, c'est pas une fin en soi, que la proximité, ça a un sens et qu'il faut l'expliquer, etc. Ça n'a pas de sens non plus. Et un enjeu plus global qui est l'amélioration en général des conditions de travail. Donc, quand on est dans l'entreprise, le fait d'avoir un repas correct, ça améliore les conditions de travail, mais aussi les conditions de travail en amont de tous ceux qui ont fabriqué les produits, fabriqué les assiettes, fabriqué les repas et permis les approvisionnements en produits. Donc sur la partie, du coup, je me suis perdue en route et c'est à ce moment que je dois passer la parole à Jennifer pour la suite, sur la fin des enjeux sociaux. Oui, je vais revenir plus précisément sur les enjeux sociaux à destination, on va dire, du personnel, de l'équipe de restauration collective. On va voir que le bien-être au travail ne doit pas rester juste un vœu pieux, ça doit être vraiment la clé de la démarche RSE pour qu'une démarche soit satisfaisante. Parce qu'on le voit d'expérience, il n'y a rien de tel pour impliquer, pour fidéliser son équipe. On va trouver ici des pistes, donc il va falloir quand même se pencher sur les pratiques managériales au quotidien pour améliorer ce bien-être. Plus de concertation, plus d'implication, plus de gouvernance participative, parce que l'implication des équipes est vraiment primordiale. On va se pencher précisément peut-être sur un plan de formation rigoureux pour les équipes qui sera lié à des promotions, selon les cas,
ce sera un levier important pour engager le personnel et aussi le fidéliser. On parle de métier avec quand même un turnover très important et voilà, des endroits avec beaucoup d'absentéisme, des arrêts de travail à répétition, un corps de métier assez compliqué. Pour les salariés, il faudrait être vigilant. Donc, pour ces métiers qui ont un fort risque de pénibilité, il faudrait être vigilant, leur procurer des conditions de travail qui privilégient leur santé. On a parlé de l'utilisation de produits d'entretien écolabellisés, par exemple. On pourra aussi travailler sur l'ergonomie des installations en cuisine, aussi sur la laverie. Où on a vraiment des gros progrès qui ont été faits pour des matériels moins fatigants, moins douloureux, avec moins de charges. On peut réduire la vaisselle. Il y a vraiment des choses à faire pour améliorer ces conditions de travail à la marge, mais on y vient aussi de plus en plus. La digitalisation de certaines procédures peut être intéressante lorsqu'elle facilite ces opérations. C'est vrai que si la digitalisation doit être un facteur de surcroît de travail ou de stress pour certaines personnes qui vont se sentir mal à l'aise avec ces outils, ça va servir à rien. Mais dans certains cas, ça peut quand même grandement améliorer certaines procédures, les faciliter, les rendre plus rapides. Donc pourquoi pas s'y intéresser. Le but sur ce point va être de toute façon, donc on l'a dit, de fidéliser les équipes, d'avoir un recrutement peut-être plus fluide, avec moins de turnover, moins de changements. Donc on aura moins d'arrêts de travail, une pénibilité moins grande et de fait, un gain en productivité qui va générer pour le service des économies. Donc on y revient, on va dire la boucle est un petit peu bouclée. Sur les 3 éléments, on peut passer à la diapo suivante. On a détaillé donc les 3 éléments, les 3 piliers de la démarche RSE qui doit être globale. Et pour être globale, à ce pilier donc économique, environnemental, social, on va y ajouter, on en a un petit peu parlé, donc le choix d'une gouvernance adaptée, c'est-à-dire un fonctionnement en fait de l'entreprise qui va être plus équitable, participatif, qui tiendra compte de l'avis, des intérêts de chacun, tout en évidemment aussi prenant en compte les objectifs de l'entreprise, mais arriver à un entre-deux plus satisfaisant pour toutes les parties prenantes. Ces parties prenantes, il faudra les impliquer. Donc, on l'a vu, impliquer les équipes par le biais de la formation, de la sensibilisation, mais au-delà, on peut impliquer toutes les personnes qui sont concernées, de près ou de loin, intéressées par le projet, qui le soutiennent. Donc, ça va être en premier lieu les convives, mais pourquoi pas dans le scolaire, les parents d'élèves, les équipes enseignantes, le donneur d'ordre, évidemment, même les fournisseurs. On peut envisager toutes sortes de participation et de projets communs. Enfin, pour cette démarche, Christine en a un petit peu parlé, on devra communiquer autour de cette démarche, que ce soit par de la pédagogie à l'école, mais avec des animations auprès des convives, même adultes, dans les entreprises. Pour la RSE, on va parler évidemment en miroir de communication responsable autour du projet. On va faire attention au fameux greenwashing. Les messages doivent être sincères, transparents. On verra aussi à l'éco-conception des supports de communication, par exemple en limitant ce qu'on va appeler, vous savez, les goodies, les petits cadeaux logotés un petit peu superflus et tout ce genre de choses. Donc là, on pourra atteindre une démarche déjà plus globale et un aboutissement des projets. Donc, on va peut-être conclure et revenir surtout. Pour finir et conclure, on va revenir au rôle des achats. On l'a vu, on l'a revu en filigrane, le rôle des achats est déterminant, puisque des clauses donc dites RSE, on va les appeler RSE là pour la facilité, mais elles pourront avoir des noms différents selon les profils d'acheteurs. Ces clauses vont pouvoir être intégrées au contrat. Donc, on pourra demander contractuellement l'obtention d'une labellisation. On en a parlé, que les fournisseurs puissent reprendre les emballages, des modes de livraison doux en camion électrique, avec de la mutualisation de livraison. Tout est imaginable en fait. À charge pour les responsables achats d'être imaginatifs, de travailler toujours en concertation avec le sourcing. Et là, Christine va en parler plus précisément de cette vie du contrat. Voilà.
Donc, que ce soit effectivement dès le départ ou en cours de contrat, on a la possibilité qu'on soit dans le public ou dans le privé. Alors, effectivement, dans le public, on ne va pas parler de RSE puisque ça se traduit sous forme de politique SPASER pour les collectivités qui l'ont mis en place. Mais même quand il n'y a pas une politique SPASER générale, on a quand même de toute façon maintenant dans toutes les collectivités des tenants et des aboutissants liés au développement durable. De toute façon, les marchés publics prévoient l'obligation d'un objectif développement durable, qu'il soit sous forme de critères, sous forme de clause au contrat ou sous forme de progression dans le contrat. Donc, dans l'avis du contrat, ça veut dire qu'il faut ouvrir initialement le contrat à des clauses de progrès. C'est-à-dire que l'une des parties, que ce soit la société qui fait à manger, les fournisseurs dans le cas d'une restauration qui serait réalisée en interne, ou le client donneur d'ordre peut avoir à souhaiter des progrès. Ils sont possibles, donc dans le privé c'est assez facile, hein, c'est assez facile. Les contrats sont modifiables à souhait dans le cadre de modification dans la vie du contrat. Dans le public, c'est un peu plus cadré, mais il existe des possibilités dans la commande publique, hein. Il suffit de les exprimer dès le départ, que ce soit exprimé en fait dans les appels d'offres au départ, pour pouvoir ensuite faire évoluer son contrat sur une durée déterminée. Donc, quand on a un contrat de 5 ans, il est bien évident que ce qui est vrai aujourd'hui en 2021, alors c'est encore plus une réalité après l'année 2020 qu'on vient de vivre. Moi, je pense qu'il faut ouvrir les contrats vraiment à ces clauses de progrès pour pouvoir faire évoluer les contrats et faire s'engager les fournisseurs et les restaurateurs. Parce que si on fait un contrat d'1 an et avec reconduction tacite, on met en risque tous les ans son fournisseur. Donc, au niveau social, on en a parlé, et au niveau économique, on n'est pas forcément dans une démarche développement durable. Vous voyez, ça se réfléchit vraiment jusque-là. Alors que si on fait un contrat long, mais avec des garde-fous, on permet aux fournisseurs de s'engager, on les sécurise, mais malgré tout, ils savent que tous les ans, ils vont être quand même remis en question. Malgré tout, ils n'ont pas à revenir vers vous pour avoir la signature, quoi. Ils savent que ça va se reconduire si les conditions sont réunies. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne alternative après à réfléchir sur chaque, sur chaque cas, hein. C'est pas gravé dans le marbre, tout comme les 20% et le gaspillage alimentaire. Donc, la possibilité de modification du contrat en fonction des axes de développement durable, ça passe par les axes de progrès, mais ça passe aussi et surtout par un sourcing au départ. On peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus envisager de partir sur une mise en concurrence, qu'on soit dans le public ou dans le privé, sans savoir ce qui nous entoure. D'ailleurs, aujourd'hui, pour être dans le secteur d'activité, énormément d'études se mènent pour justement connaître la ressource. Parce que quand je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine de mettre la pression à la collectivité. En fait, il y a une réalité économique, il y a une réalité sociale, il y a une réalité développement durable, mais il y a aussi une réalité que la ressource n'est pas maîtrisée. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, je dis qu'elle n'est pas maîtrisée, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas. Aujourd'hui, les producteurs locaux, etc., ou ceux qui pourraient prétendre à répondre à des appels d'offres ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance des appels d'offres et parce qu'ils ne savent pas comment faire, et les acheteurs ne savent pas comment aller les chercher non plus. Donc, on est dans un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves, hein, pendant des années. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Donc, de beaucoup de collectivités là autour, en tout cas autour de nous, pour ne citer que l'Hérault, le Gers, les Landes aussi, mènent des études pour identifier, cartographier les ressources, pour pouvoir permettre ensuite aux acheteurs d'adapter leurs appels d'offres et dans le privé, d'adapter leurs demandes. C'est-à-dire que si on connaît ce qu'on a en face, on va pouvoir s'adapter. Ce que je disais au départ, la hiérarchisation des besoins, elle passe par les aspects économiques du donneur d'ordre, mais elle passe aussi par qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Si je demande une maison avec piscine et que j'habite au Groenland, voilà. Alors que si je suis en Occitanie, j'ai plus de chances de l'avoir. Pour les producteurs, c'est pareil. Si vous cherchez certains produits dans certaines régions, il va falloir savoir où les trouver. Voilà, donc les objectifs donnés au contrat, on l'a vu, hein, on passe par différents triptyques et équilibres à mener. On peut tout imposer.
dans un cahier des charges. Donc, c'est-à-dire que vous imposez tous les critères que vous le souhaitez et derrière, vous choisissez le fournisseur qui s'engage sur tout ce que vous exigez et qui a du coup le meilleur tarif. Mais on peut aussi les placer en tant que critères. Donc, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on veut aller vers ça, mais qu'on n'a pas forcément une exigence particulière. Par exemple, je sais que je veux davantage de bio, je sais que je veux travailler avec la proximité. Messieurs les fournisseurs, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et puis derrière, forcément, là, le travail d'analyse sera plus important. Donc, la difficulté quand on parle de critères, elle est au niveau de l'analyse. La difficulté quand on parle d'exigence au départ, elle est d'analyser la ressource et de la chiffrer. Donc, pour finir, les difficultés générales suite à un contrat passé comme ça, donc ce que je disais avant, un contrat long avec des axes de progrès, avec des critères ou des exigences, c'est d'imposer aussi un suivi parce que on est tous humains. Moi, si on me demande quelque chose et que je peux y déroger parce que personne va vérifier, d'une part, c'est pas valorisant parce que s'il n'y a pas de suivi du travail effectué, on valorise pas le travail effectué. Et d'autre part, parce que je paye pour une prestation, je veux avoir cette prestation. Donc, il n'y a pas de raison qu'un candidat ait été sélectionné sur des critères ou sur des exigences et qu'il ne les respecte pas. Sinon, les autres candidats sont en droit de revendiquer ça. Donc, du coup, j'en profite pour faire le lien avec ce qu'on disait au départ sur nos présentations. L'intérêt aussi d'être soi-même suivi parce que, comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui est complexe sur son fonctionnement, sur son modèle économique et sur l'intégration de nombreuses données pour respecter une politique de développement durable ou tout simplement un équilibre satisfaisant. Donc, c'est pour ça que des métiers comme les nôtres existent et qu'en général, on va travailler de cette manière-là en binôme. Moi, vous l'aurez compris, sur la partie plus juridique, économique et, garde-fou, en fait, la mise en place d'indicateurs, par exemple, et Jennifer sur l'orientation, la ressource, l'étude de la ressource, où est-ce qu'elle se trouve, quel intérêt et comparaison, en fait, des ressources, c'est-à-dire est-ce qu'il vaut mieux aller mettre une tomate bio ou simplement arrêter de la faire hors saison et se contenter de travailler avec la proximité. De quelle proximité on parle? Quel produit est-ce que je vais valoriser? Et la communication, parce que si on ne veut pas être dans le greenwashing, justement, il faut savoir quels mots utiliser, comment et à quel moment. Voilà, donc Jennifer, je te laisse peut-être compléter pour cette partie-là. Effectivement, on l'a dit un peu en filigrane tout au long, mais c'est vrai que la partie oui, diagnostic, analyse, enfin, en vue de l'analyse du besoin, va quand même être importante, même si on a envie, hein, on a envie d'y aller et voilà, et de se lancer directement dans une politique achat. Les 20% des uns, c'est pas les 20% des autres. Chaque cas est particulier, chaque service de restauration a ses particularités. Et on va arriver à des résultats très très différents et je suis comme Christine pas du tout voilà contre voilà on peut pas une situation ne peut pas être collée à tous les restaurants, ça c'est faux. Chaque collectivité, chaque entreprise, selon les convives, a ses particularités et elles doivent être vraiment identifiées en amont pour arriver à des résultats satisfaisants. Je vous remercie pour cette présentation des plus intéressantes et des plus inspirantes. Je l'espère en tout cas pour les personnes qui ont pu le suivre. Comme je le disais, je vous ferai moi aussi un retour après parce que ce webinaire va être disponible en replay. C'est parfois aussi l'occasion d'autres contacts avec d'autres personnes qui pourront le visionner à ce moment-là. N'hésitez pas, quant à vous, effectivement, à me ressolliciter si vous aviez d'autres idées, d'autres envies de sujets ou d'autres sollicitations à la suite de celui-ci. Parfait. Merci. Belle journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. À Au revoir. Au revoir.